Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet atelier. Cet atelier qui est un sujet, je dirais, un petit peu connexe au cœur du sujet de cette université d'été de la e-santé. Mais tous les professionnels et acteurs en santé, que ce soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine médico-social, qu'ils soient hospitaliers, en institution ou libéraux, savent pertinemment et sont confrontés tous les jours à la difficulté que pose le système d'information dans le cadre de la mise en œuvre des collaborations. Et donc nous savons tous que pour mettre en place des nouveaux usages numériques et collaboratifs dans le cadre de la prise en charge des patients sur une prise en charge de parcours, si nous n'avons pas préalablement un système d'information commun et partagé, bien évidemment cela pose énormément de difficultés et de questions. Donc l'aspect de la faisabilité de la mise en place d'un système d'information commun et partagé est une question qui forcément aura des impacts extrêmement importants dans la faisabilité de la mise en place de nombre d'usages et services numériques à proposer aux patients. Donc, pour participer à cet atelier, il nous avait semblé important d'avoir 3 niveaux de lecture sur cette question. Un niveau de lecture qui pose la question de la collaboration de ces SI au niveau des structures sanitaires, la question de la collaboration des SI pour les professionnels de santé libéraux au niveau de la médecine ambulatoire. Il ne faudra pas évidemment oublier l'interface entre les uns et les autres. Et un autre exemple qui se situe sur un SI commun et partagé mis en place par des établissements médico-sociaux. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter et je les remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Marie-Noëlle Billaud, cadre expert en système d'information à l'ANAP, qui va venir vous présenter les travaux publiés et réalisés par l'ANAP auprès des professionnels de santé au niveau national. Monsieur Jean-Christophe Delaunay, qui est directeur d'EHPAD, mais aussi président de l'UDEPA, l'Union des directeurs d'établissements pour personnes âgées du Tarn, et monsieur Claude Corbaz, qui est médecin généraliste, mais qui est aussi fondateur du MSP, Maison de santé pluriprofessionnelle, et qui mène un travail au nom de l'ensemble des professionnels de santé libéraux de son bassin, très très important sur la question d'un SI commun et partagé entre les professionnels. Donc je vais tout de suite passer la parole avec grand plaisir à Madame Marie-Noëlle Billaud. Merci. Ah, je ne l'avais pas vu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon, eh bien, bonjour. Donc sur la présentation que je vais vous faire, je vais essayer de raccourcir du reste parce que j'ai vu que c'était un peu long. Je vais vous présenter l'ANAP parce qu'il faut être corporate, présenter sa maison. Et puis, on va faire après la caractérisation des coopérations. Et parce que vous verrez qu'il y a quand même quelque chose. On parle beaucoup de parcours, de filières, de copé, dans tous sens, mais il y a des choses qui permettent de faire et d'autres non. Et puis après, des impacts de manière extrêmement classique et de la démarche que nous avons conduite. Alors l'ANAP, nous, c'est très simple. On a été créé avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire en 2009 et on a fondé notre action à partir de la définition de la santé donnée par l'OMS. Qu'à cela ne tienne, la qualité, la sécurité des soins, les conditions de travail et l'efficience économique.
Bon, notre particularité, c'est qu'on ne fait rien tout seul. On est très peu, on est moins de 100, et on ne fait rien tout seul. On fait tout avec les établissements de santé, les ARS. Tout ce que nous faisons, ce sont de faire des outils, des méthodes avec tous les partenaires de terrain. Et puis ensuite, on fait des pilotes et on les déploie à grande échelle. Voilà à quoi nous servons dans le paysage de la santé. Côté système d'information, on est très très peu à la NAP. On est 4-5 vraiment en charge du sujet. Et par contre, on est extrêmement convaincus, tous autant que nous sommes, que certes, le système d'info, c'est de la valeur patrimoniale. Alors maintenant, ça passe très bien avec la big data, l'open data, tout ça, ça commence à être bien perçu. Avant, il y a 5 ans, on n'en parlait vraiment pas, on avait un mal de chien. Mais on sait surtout, et on le redit, que c'est un levier de transformation. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit maintenant, et vous allez le voir dans mes propos, et on ne peut pas faire un seul projet sans penser à l'informatique ou à l'organisation, au système d'information qui va suivre derrière. On ne peut pas. Et ça, on va le voir tout au long du projet. Et c'est encore très vrai encore plus vrai sur les COP. Bon, ça, en 3 mots, on a outillé le système d'info avec des choses sur le... Ah ben ça y est, me voilà planté. Avec des choses, des productions. Vous les voyez là. Et puis j'ai mis une petite pastille jaune parce que ça, c'était le système d'info. C'était une cartographie système d'info d'un établissement de santé. Mais le territoire arrive et on commence à outiller le territoire. À tel point que on a déjà fait sur les coopérations, à la sortie de la loi hôpital, patient, santé, territoire, on a fait l'approche descriptive, méthodologique, volet juridique. On a fait comme tout le monde, on a commencé par le juridique, mais on n'avait pas fait le système d'info. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On a fait aussi des approches thématiques, biologie, PUI, transport, télémédecine. Enfin, on touche un peu de tout, là, dans ce qui fait que les gens travaillent ensemble. Et puis, on a sorti, en début d'année, la partie système d'info des coopérations territoriales. Alors, les coopérations territoriales, déjà, dans le guide thématique initial, elles avaient été divisées en 3 sous-catégories. Les filières, les efficiences et les isolements. Et nous, dans notre feuille de route initiale, dans notre lettre de mission, on nous avait dit, vous allez faire les systèmes d'info pour les 3. On a pataugé pendant un petit temps, tous autant que nous étions, pour une raison très simple. C'est que les filières, ce sont les parcours, c'est centré patient, c'est centré besoin, et c'est pas centré offre. Alors que nos coopérations efficience, elles sont centrées sur l'objet de la coopération. Efficience, c'est pour faire mieux avec moins, et c'est l'objet de la coopération, c'est je partage un bloc, c'est je partage une activité logistique, c'est je partage quelque chose, je le fais en commun, et là on est centré sur l'offre. Mais ça paraît évident comme ça quand je le raconte à 10h du matin, mais on a quand même pataugé un petit temps pour arriver à se rendre compte que dans la filière, et à prendre conscience de ça, que dans la filière, le parcours, on était offre, on était besoin, on était centré patient, puis on était dans quelque chose de très systémique, alors que dans nos braves coopérations efficience ou isolement c'est de l'efficience pour pallier l'absence de gens sur des territoires, que dans ou de ressources, pardon, au sens large, sur les territoires, que dans nos coopérations efficience, on était quand même dans quelque chose qui était un pur process bien facilement descriptible. Donc, nous avons laissé tomber et rendu au parcours, au PAERPA, au TSN, à tout un tas de choses, les coopérations filières, et nous nous sommes intéressés qu'aux coopérations efficience, isolement. Mais ça a pris quand même quelques mois, le temps de faire le ménage et de clarifier nos propos. Ce qui fait que, travail fait, nous avons regardé quelles étaient ces coopérations. Parce que dans le guide initial, ça n'avait pas été traité. Quelles étaient ces coopérations ?
plein d'espoir, on était parti des PRS, on est revenu sur ce qui était un système d'info hospitalier pour essayer de voir ce qui pouvait être mutualisé. On est arrivé à 14 avec du médico-technique, du technique, et vous en avez la liste là, je ne vais pas m'appesantir dessus, il y en a des plus complexes que d'autres, on y reviendra. Une fois qu'on a eu identifié nos types de coopération, enfin nos objets de coopération, on s'est dit comment on coopère. Ben là c'est pareil, tout le monde y allait, on fait comme ci, on fait comme ça. En définitive, une fois qu'on a bien regardé tout ça, il n'y a que 3 formes de coopération possibles. Alors là c'est simple, je vous les représente avec deux impétrants. Ce qui brouille le paysage, c'est qu'il y a nombre de coopérations où c'est modulo n. On partage un bout d'activité avec un, on partage une autre activité avec d'autres, et que ça donne une impression de diffus. Mais non, il n'y a que 3 formes. En fait, il y a la forme à laquelle tout le monde pense initialement, c'est on a une activité, on est pas les meilleurs pour la faire, on va la confier à un autre et on va créer une nouvelle structure. C'est les GCS. On crée une structure et on confie cette activité à la structure. Création d'une nouvelle entité juridique. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est on se recompose sur un territoire, moi je garde ça, toi tu fais ça, et on s'organise, chacun garde un morceau de l'activité, et c'est un partage de l'activité. Deuxième forme. Troisième forme, c'est un transfert, c'est un partage à sens unique. Pareil, on refait des plateaux techniques, par exemple de biologie, toute la biologie, elle va sur un établissement qui fait la biologie pour le compte de tout le monde. Voilà, ça c'est un transfert d'activité et c'est une concentration d'activité. Il n'y en a plus qu'un qui fait, mais il n'y a pas, dans les 2 derniers cas, de création d'entité juridique. Ça veut dire quoi d'un point de vue impact, ça ? Bon, premier, on crée une entité juridique. Il faudra donc que cette entité juridique, elle ait son propre système d'information, à la fois pour l'objet de la coopération, si c'est une PUI, si c'est un biologie, mais aussi pour tout ce qui sera administratif, gestion autour. Donc là, on crée, vraiment, on met le paquet, on y va, c'est le cas le plus complet en création. Le deuxième cas, on fait, comme le troisième, ça sera quasiment la même chose, on fait un partage d'activités, on ne crée pas d'entité juridique, on fait par simple convention, en règle générale, mais surtout, il faut que les systèmes d'info soient capables de se causer. Et de plus en plus se causer. Si on a une activité qui traite du patient, de la PUI, de la biologie, du machin, il faut être capable d'envoyer les données d'identité, les données de facturation. Enfin, il faut que tout... Il n'y a pas qu'il y a la biologie, mais il y a tout le reste autour. Donc ça, c'est des choses à bien prendre en compte. tout pour le troisième modèle, concentration. Donc c'est plus à sens unique, il y a le bidirectionnel, il y en a moins dans tous les sens. Mais c'est la même chose. Sachant que aussi, c'est celui, parce qu'on a vu le cas quand même, je le dis parce que ça va mieux en le disant, c'est celui qui réalise l'activité qui est maître du SI quand même. Hein. On ne va pas se compliquer la vie. C'est celui qui réalise l'activité dont on utilise le SI pour porter l'activité. Parce que ça va mieux en le disant, j'ai vu un cas un peu particulier où ce n'était pas le cas. Il fallait faire avec le SI de l'autre. Donc, comment on fait pour construire une coopération, mettre en place une coopération une fois qu'on a vu cela ? Hein, c'est bien clair, on a 3 formes, il n'y a pas à tortiller, il n'y en a pas d'autres. Il va falloir choisir là-dedans. Tel qu'on l'avait mis dans le guide des coopérations territoriales, au début, on avait dit positionner la démarche projet, on avait dit c'est simple, il y a une réflexion stratégique, une volonté de coopérer, et puis derrière, on définit la partie, le pilotage opérationnel, les objectifs opérationnels, et où on met en œuvre. Bon, ça c'est bien, mais on ne parlait pas de SI. On s'est dit, où est-ce qu'il vient le SI là-dedans ? Quand on a regardé l'état des lieux de la DGOS sur les 400 COP en place,
comme par miracle, il n'y en avait quasiment pas qui étaient opérationnels. Et quand on a fait notre petite enquête, c'était toujours un problème de SI. Ah ben non, mais c'était pas avancé. Ils avaient eu un problème, ils n'avaient pas prévu les investissements. Enfin, rien que de très classique. Et c'était évident, parce qu'à chaque fois, la forme juridique était définie, on signait les conventions, on créait les choses, et on n'avait pas du tout pensé le système d'information. Et surtout, le système qui dit penser le système d'information dit on n'avait pas du tout pensé à l'organisation en vrai, comment ça allait se passer. Et ça, comme l'organisation n'était pas définie, le système d'information, quand on disait Yaka Faucon, ça ne pouvait pas marcher. Donc, ce que l'on a dessiné, c'est aussi que du très classique, mais ce qu'on a dit, c'est le système d'info, les gens du système d'info, ils sont là dès le début, parce que de toute façon, c'est eux qui sont porteurs des questions, ils devraient être la voix de la raison, porter et amener les questions de manière à ce qu'on détermine vraiment, qu'on réponde à toutes ces questions de manière à déterminer l'organisation à mettre en place et qu'on arrive à faire une étude, oui, il faut que je me dépêche, une étude d'impact et à définir la meilleure solution à mettre en place. Donc, on rentre dans de la démarche projet extrêmement classique. Et on a travaillé de manière à aider les acteurs, les directeurs, les décideurs qui sont à l'origine, que ce soit de l'ARS ou des établissements, qui sont à l'origine de ces coopérations. On leur a fait, pour chacune des formes de coopération, les process cibles, les process métiers. On parle de quoi ? On fait de la biologie, on parle de quoi? C'est quoi mutualiser de la biologie? C'est quoi mutualiser de la NAPAT? Donc, on a fait des choses extrêmement simples, et vous les avez toutes sur le site ANAP, modèle par modèle, extrêmement simples et pragmatiques, pour leur dire, oui, quand on va mutualiser tel truc, il va falloir parler de ça, il va falloir parler de ça, comment on se partage les ressources, comment on fera comment. Et tant qu'on n'a pas répondu à ça, c'est pas la peine. Et on a parlé du processus principal, mais on a aussi parlé des processus secondaires, ceux que vous voyez en bas. Il faudra bien facturer, il faudra bien arriver à transporter les tubes, il faudra bien arriver à faire toutes les activités connexes. Et ça nous permet de travailler et de définir tout ce qu'il y a, là je vais passer très vite, et de définir la forme de coopération la plus adaptée, de faire l'état des lieux, de définir ce dont on aura besoin, ce qu'il y aura besoin de mettre en place. Et on a retravaillé et proposé des choses extrêmement détaillées. Après, pour les chefs de projet, pour qu'ils puissent construire leur architecture fonctionnelle, vraiment, et la mettre en œuvre. Là, j'ai accéléré à fond. Je vous ai fait une checklist. Nous avons fait à chaque fois... je vais passer directement là, parce que je vois bien effectivement que j'ai beaucoup dépassé. Je vais repartir de là et vous l'aurez sur le site ANAP. Nous avons fait un ensemble de documents qui permettent de répondre à la fois aux gens du métier et aux dirigeants. Pour les dirigeants, on leur a fait la photo de tous les types de coopération avec ce que représentait le métier. Nous leur avons fait un guide méthodo qui leur permet de mobiliser les bonnes ressources au bon moment en leur expliquant les enjeux de la mise en œuvre d'une coopération. C'est le document que vous voyez en bas à gauche. Et pour les opérationnels, pour les chefs de projet, nous avons pris chaque processus, nous l'avons détaillé étape par étape en disant quelle était la problématique système d'information, quelles réponses possibles pouvaient être apportées, quels étaient les aspects réglementaires qui venaient impacter les étapes s'il y en avait, comment on gérait les processus connexes, la facturation, les transferts d'identité, les transferts de ci, de là, de contexte, de ci, de là. Et on a fait ça pour chacune des 14 types de coopération que je vous ai cités précédemment. Je vous remercie et désolée. Si vous le voulez bien, on concentrera toutes les questions à la fin de l'atelier. Je vais passer la parole au docteur Corbaz et lui ouvrir sa présentation. Bonjour,
Donc, je vais présenter un petit peu un projet qui est fait dans le bassin sud du Tarn. Je vais essayer un peu historique et puis où on en est actuellement et ce que l'on essaie d'obtenir. Donc le contexte de notre bassin sud est un bassin très particulier. C'est un bassin sur le plan géographique et une grande diversité, où il y a des zones très éloignées. Moi je suis à 45 minutes du premier hôpital, et il y a bien d'autres endroits du département où les mêmes problématiques. Ensuite, on a des problèmes aussi socio-économiques très importants. Nous sommes dans un endroit qui est un bassin économique qui était dans le textile, qui est une catastrophe. Donc on se retrouve avec une population en situation un peu difficile, et aussi, du fait de ces problèmes de difficulté, les maisons étant beaucoup moins chères, on voit arriver aussi une population qui vient par rapport à cette problématique. Ce qui aggrave du fait des distances, leur problème n'est pas réglé. Et ensuite, au niveau des professionnels aussi, on a de plus en plus de départs, et on avait très très peu d'arrivées, puisque quand on voit les jeunes internes qui sont présents, ils recherchent, et c'est pas qu'ils ne veulent pas venir avec nous, mais c'est qu'ils veulent venir dans les structures où il y a un projet, où il y a une équipe, où on partage. Ça, c'est un élément important dans notre profession médecin, mais aussi, je sais, pour les infirmières et d'autres professionnels de santé. Voilà. Donc ça a nécessité d'abord une réflexion entre nous tous, parce que la problématique qu'on avait, nous les médecins, était la même pour les infirmières, mais aussi pour d'autres professionnels. Et on était souvent aussi en contact avec tout ce qui était social, assistance sociale et tout ce qui est l'aide à la personne. Donc on s'est réunis plusieurs fois pour essayer de trouver une solution à tout ça. Là-dessus, on est allé on a pensé qu'il fallait organiser, se structurer et collaborer. Là-dessus, ça a été basé bien sûr sur un projet de santé. Alors l'ARS nous a bien aidé à ce niveau-là, puisque à partir du moment où on leur a proposé de travailler ensemble, ils nous ont aidés, parce que c'était important. Voilà, les différents professionnels sont présents. Donc à partir de là, on a travaillé par rapport à la problématique locale, qui était donc l'identification des problèmes du territoire. La population qui était en charge, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, la situation socio-économique, mais aussi culturelle. On a des populations venant d'autres endroits avec des problématiques particulières, et dont la réponse aux soins doit en tenir compte. Et des pathologies donc très importantes. Pour un exemple, dans notre zone géographique, on a une population dite de longue ALD supérieure à 33%. Donc on a essayé de baser sur la base, donc c'est sur des données quand même scientifiques, et travailler ensemble sur ça. Donc c'était bien sûr l'expérience clinique, les données de la recherche, ça c'est la base. Alors dans le projet, on est sur un territoire assez étendu, où il y aura plusieurs zones éloignées, mais dans cette zone, il y a, je crois, nous sommes 16 maîtres de stage universitaires, donc nous avons des étudiants, et ça a aussi été très important pour essayer d'avoir quand même une qualité dans la coordination, dans la coopération. Et puis surtout la préférence du patient, puisque c'est important, comme je vous dis, les patients sont très différents les uns des autres. Donc la caractéristique du projet, c'était donc effectivement sur la globalité, donc sur le processus décisionnel, le patient étant un partenaire, ça c'est important, on ne peut rien faire sans l'accord du patient, et surtout lorsqu'il est différent, ça c'est très important. En sachant aussi que les déterminants de santé, ça a été démontré, sont souvent plus sociaux qu'individuels, et ça il faut en tenir vraiment compte pour la prise en charge de certaines populations. Ensuite, donc, c'était la continuité des soins, c'est-à-dire entre professionnels de santé du premier recours, donc c'était tous les intervenants qu'on a parlé, mais on est aussi, et c'est indispensable qu'on travaille avec, donc pour nous, les cliniques, hôpital, et on va en parler un petit peu plus. Alors on a déjà participé à des projets ville-hôpital, qui ont montré d'abord l'intérêt, d'abord de se connaître, ce qui était important. Le premier travail, ça a été se connaître entre les différents professionnels sur un même lieu. C'est pas évident entre infirmiers et médecins de vraiment se connaître. On a tous des représentations les uns des autres, donc ça c'est très important de se connaître. Et ensuite on a appris à connaître l'hôpital. Pour certains d'entre eux, on était plutôt un portefeuille, et pour nous, et eux, ils étaient des RTT pour nous. Voilà. Donc ça a vite disparu en se parlant, quoi. Et on continue à se parler. On se continue. Voilà. Donc, et là, on a compris que pour se parler, il fallait avoir une information, on puisse communiquer, parce que toutes les
tous les travaux qu'on a fait, ville-hôpital, parcours de soins, on s'est retrouvé toujours sur la même problématique, c'était le système informatique. On avait des difficultés à parler. On utilisait des systèmes différents, les uns étaient pas GES, l'autre Word, et à chaque fois, même dans la même zone géographique, c'était un gros problème. Et ça, il a fallu très vite, si on voulait faire quelque chose ensemble, il fallait partir donc d'un moyen de communication identique. Cette caractéristique, il fallait qu'elle soit pertinente, bon ça c'est évident, structurée, codifiée, j'expliquerai le pourquoi après, mais enfin on peut comprendre que plus c'est structuré, plus c'est codifié, plus on parle le même langage entre les différents professionnels, et qu'elle soit partagée, ce qui semble une évidence. C'était une garantie pour la qualité et la sécurité des soins. Voilà. Alors, ayant des étudiants étant un petit peu intéressés au niveau de la fac par rapport à de la recherche, sur les soins primaires, il y a beaucoup de choses écrites, mais finalement, il y a très peu de choses écrites sur le territoire, sur les terrains, au premier recours. Et on voulait vraiment démontrer qu'il y a des particularités et qu'il faut en tenir compte. Voilà. Et donc, c'était important pour ça d'avoir des éléments indiscutables. Et aussi l'intérêt de travailler sur plusieurs structures pour avoir des éléments assez denses pour pouvoir faire quelque chose de valable et de... Donc l'enjeu, c'était donc une bonne information au bon moment et surtout une efficience de l'intervention, en travaillant tous ensemble. L'optimisation des coûts d'installation et de fonctionnement, ça il faut en parler parce que c'est important. Surtout quand on travaille en pluriprofessionnel, peut-être que les médecins, c'est pas forcément une problématique pour eux, mais pour d'autres professionnels de santé, c'est une problématique. Voilà. La gestion des horaires de travail, ça c'est aussi très très important et l'informatique peut tout à fait nous aider là-dessus, c'est les partager. Voilà, ensuite la diversification de l'offre des soins par la clarification, ça paraît évident. Et surtout, c'était une mise en place d'une dynamique, on a parlé au niveau des différents professionnels de santé, mais aussi entre la ville et l'hôpital. Je pense qu'il y a une dynamique qui est vraiment à travailler. Donc les principes pour le choix, ça a été le regroupement donc, des professionnels de santé donc, libéraux ou MSP. En fait, c'est vrai qu'on est parti surtout au départ sur des MSP, parce que pour nous, les plus éloignés, c'était vraiment la solution, enfin, que ça nous a paru être la solution, avec un projet de soins et aussi des lieux de formation. Mais très très vite, on a commencé donc à essayer, quitte à structurer un système informatique, de décider de faire le même et de ne pas reproduire les problématiques qu'on a depuis des années. Et ensuite, l'autre élément qui est ressorti, c'était aussi donc c'est pas grave. Pluridisciplinarité, donc coordonner en soins primaires autour du patient. Donc voilà, il fallait que ça soit vraiment autour du patient, que ça parte et qu'après on remonte vers les structures différentes. Le partage dossier patient, c'est très important. Alors pour ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait beaucoup de professionnels de santé qui ne voulaient pas rentrer dans les structures type maison de santé ou pôle de santé, nous ont contactés à partir du moment où on a commencé à parler d'un système informatique partagé et étaient prêts par contre là à le prendre et à travailler avec nous. Alors pour des raisons simples, nous les médecins, on fait la permanence de soins, on est sur un territoire où on intervient en garde et c'est toujours bien plus intéressant de pouvoir avoir accès au dossier si on peut. Je pense que pour l'hôpital, lorsque le patient arrive à l'hôpital, et là on va travailler dessus, ça serait peut-être bien qu'ils aient des éléments sur le dossier et accès au dossier, au moins les éléments importants, soit du projet, soit des antécédents, et tous les problèmes qu'on peut comprendre. Voilà, donc ça nécessitait ça. Donc là pour ça, il fallait une informatique externalisée. Ce serveur local, c'était un petit peu problématique. Donc là déjà, le nombre de logiciels était déjà plus restreint. Et surtout qu'on puisse avoir une messagerie sécurisée. Alors, à la fois parce que pour communiquer ensemble, mais aussi, on a une idée secondaire, c'est un peu la télexpertise. Voilà. Donc ça, nous on a la chance dans Midi-Pyrénées d'être un petit peu en avance, on va dire, grâce à un système Medimail qui marche très très bien, on l'a déjà testé et qui fonctionne bien, et en particulier sur notre territoire. Donc pour nous, ça a été beaucoup plus facile de travailler là-dessus. Alors, ensuite... Donc les fonctionnalités, bien sûr, il fallait qu'ils soient sur le plan individuel et collaboratif opérationnel, qu'à la fois donc, les médecins puissent par rapport à leur dossier, mais aussi les infirmières apporter des éléments au dossier qui fassent un travail de collaboration et surtout de coordination,
qui est un moteur de recherche. Ça, c'est pour aller un petit peu plus loin au niveau, comme je vous disais, par rapport aux étudiants, par rapport à des travaux un petit peu pour voir les problématiques de notre territoire et essayer d'argumenter secondairement pour des besoins. Les droits administrateurs, ça c'est par rapport à la loi, hein, on va en parler. L'accès au consentement du patient, donc avec le logiciel et ces éléments-là. Et puis bien sûr qu'on puisse éditer pour chaque dossier un document médical de synthèse, voilà, qui pourrait être un lien entre les différents intervenants, mais aussi entre les intervenants et l'hôpital. Donc les modalités, ça a été bien sûr de travailler sur un projet de santé qui a été fait. Alors en fait, chaque structure locale travaille sur un projet de santé, mais on intervient dans ce qu'on appelle l'accompagnement des autres projets. Ce qui fait que très rapidement, on se rend compte que la problématique sur ce territoire est à peu près la même, à quelques différences près. Voilà. Donc la PDSA, j'en ai parlé. Lien ville-hôpital, on en a aussi un petit peu parlé. Et donc nous, l'importance qu'on aurait besoin, c'est plus que la téléconsultation, qui est quand même relativement lourd, on est en plus très, très chargé. Il n'y a pas forcément énormément de professionnels. La téléconsultation est un peu lourde, on a pu le voir. Nous, ce qui nous intéressait, et comme on a un système de messagerie sécurisée, c'est tout simplement la téléexpertise. Je donnais exemple. On sait qu'aux États-Unis, la fibrillation auriculaire est une source de coûts énormes, et ils sont en train de discuter pour la non-hospitalisation. Ça, c'est une problématique. On a des patients très âgés, polypathologique, pardon, et l'AFA est quand même quelque chose d'assez fréquent. Il est 7h du soir, on va chez un papy, il y a ce problème. 9 fois sur 10 aujourd'hui, il finit aux urgences et il revient des fois à 11h, voilà. Ce qui n'est pas une solution, je pense. Et donc là, on peut envoyer le tracé, le projet de soins du patient, les éléments du moment, et on peut avoir, si on travaille là-dessus, une expertise du cardio de garde, et qui évitera peut-être une hospitalisation, quitte à programmer secondairement une hospitalisation. Pareil pour tout ce qui est dermato. Enfin, voilà. Les financements. Alors, lorsqu'on a travaillé sur un projet de santé qui a été validé par l'ARS dans notre territoire, il faut reconnaître une aide. Et là, on va essayer de travailler aussi pour une aide pour les professionnels de santé libéraux qui sont prêts à rentrer dans ce type de travail de coopération, mais qui ne sont pas forcément là quand ils sont isolés et qui n'ont pour l'instant droit à rien, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement juste. Donc après, c'est vrai que quand les structures sont mises en place, on peut avoir des aides, donc les nouveaux modes de rémunération. Bon, nous, c'est surtout sur la coopération, hein, après la collaboration, et je pense que ça, on en a vraiment besoin. Parce que c'est vrai que quand on travaille en équipe, il y a des besoins, le système informatique est important, mais il y a aussi des besoins au niveau secrétariat, car c'est indispensable, je pense, pour un travail en équipe. Et là, c'est le cadre juridique qui nous permet aujourd'hui de travailler en pluridisciplinaire, qui est la loi Fourcade, qui a modifié pas mal de choses. Voilà. Merci. Merci, docteur. On aura l'occasion de revenir sur les points essentiels de votre présentation et sur les grands principes et enjeux de ces systèmes d'information communs et partagés. Alors, c'est ça? Voilà. Et je vais passer la parole à Monsieur Delaunay. Merci Nathalie. Moi, je dois vous présenter un outil qui sert à analyser en fait des conventions qui sont passées entre les établissements médico-sociaux tels que les maisons de retraite et les établissements sanitaires. Donc l'union départementale des établissements pour personnes âgées et non plus union des directeurs. Donc ça, c'est un scoop pour l'ARS qui est là. C'est que nous sommes officiellement... voilà. Donc je vous présente rapidement... c'est officiel. L'UDEPA. Donc l'UDEPA, c'est 50 adhérents directeurs et bientôt 50 établissements au moins. Couvre 95% des places d'EHPAD du Tarn, soit à peu près 5000 lits. Diverses représentations ou participations, conférences de santé, CODERPA, Maya, équipe territoriale, prévention du vieillissement, diverses études ou recherches avec le gérontopole, je pense à l'étude présage et puis à la musicothérapie, je crois, avec le CHIC également, merci. Nous travaillons beaucoup avec le CHIC, qui nous reçoit souvent. Les réseaux de soins palliatifs tarnais, le DMP, on a été sur le Tarn Sud à l'expérimentation, avec le CHIC aussi, et tous les directeurs d'établissement, les médecins.
La télémédecine sur le Tarn Sud, qui est en cours avec les territoires de soins numériques, puisque nous avons lancé, alors je ne sais plus où on en est aujourd'hui, mais... Nous attendons la réponse, enfin, l'ensemble des régions qui ont candidaté sur le territoire de soins numériques attendent la réponse pour le 8 juillet. Bon, écoutez, jusque-là, on patientera. Ensuite, donc, ces conventions passées sont dites conventions avec les centres hospitaliers pivots et les maisons de retraite. Donc ça, c'est une obligation de signer régulièrement des conventions et de les analyser. Le motif de ces conventions, c'est d'assurer aux personnages une prise en charge graduée, adaptée à l'évolution de leur état de santé. Et donc, c'est conforme au plan Solidarité Grand Âge 2007-2012 et en application des recommandations de la circulaire du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques. Ainsi, afin de formaliser les obligations réciproques des établissements de santé et des EHPAD dans le cadre d'une filière de soins gériatriques. Donc, je vous donne un peu la base qui est quand même pour nous la partie réglementaire. C'est à partir de là que nous avons effectivement renouvelé nos conventions, c'est-à-dire plus de 50 conventions sur l'ensemble du Tarn, dont une bonne trentaine ou 35 avec le CHIC de Castres, plus de 40. Donc on a proposé une convention type ou socle. Après, chacun était libre, chaque adhérent de l'UDEPA ou pas était libre de la modifier. La façon dont nous avons procédé, il s'agissait d'une part, c'est le slide suivant, de faciliter les flux des patients et optimiser la prise en charge gériatrique, bénéficier bien sûr en priorité de bilan gériatrique, éviter aux résidents des transferts au centre hospitalier en passant toujours par les urgences, éviter les hospitalisations de nuit. Donc on sait aujourd'hui que la moitié des hospitalisations de nuit pourraient être évitées entre les EHPAD et les centres hospitaliers, ou même les heures. On ne va pas envoyer un résident à 18h le soir donc aux urgences si cela peut attendre. Ensuite, favoriser la communication des informations relatives aux résidents, aux futurs résidents, entre le centre hospitalier et l'EHPAD. Et vous verrez qu'on a créé, annexé à la convention, une fiche qui est remplie par les infirmières de chaque EHPAD lors de chaque hospitalisation, afin d'analyser avant, pendant et après l'hospitalisation. Et ensuite, favoriser la mise en place de bonnes pratiques. Donc là, on est dans le cadre de la Convention. Tous les liens qui peuvent être trouvés, tant sur la technique, la formation et l'information. Et ensuite, développer une culture gériatrique commune. En un mot, c'est se connaître et partager un peu les mêmes valeurs, ce que nous faisons très bien sur le Tarn Sud, mais sur le Tarn Nord également aussi. Donc on a fait le choix dans ces conventions, puisqu'il était demandé de les évaluer au moins une fois par an, on a fait le choix de créer un outil qui va évaluer en permanence, en tout cas, les flux des résidents entre les maisons de retraite et les centres hospitaliers, pivots. Donc il s'agit de suivre des indicateurs que je vais vous montrer, annuels, destinés donc à évaluer ces conventions. Ceci vise notamment à mesurer le degré de satisfaction des résidents, des équipes, évaluer les délais de prise en charge des résidents et signaler tout dysfonctionnement éventuel. Pour cela, nous avons donc créé la fameuse fiche que je viens d'évoquer, qui est annexée donc à la convention, et on en vient à notre outil web qui a été déployé sur l'année 2012 et qui tourne depuis un an, particulièrement sur le Tarn Sud. Donc cette convention type, je reprends un peu mes mots, elle est évaluable bien sûr en continu. Elle a demandé l'implication des directeurs d'établissements médico-sociaux à travers l'UDEPA, l'implication de l'association des médecins coordonnateurs du Tarn, bien sûr, le concours des IDEC, qui nous ont aidés à créer cette fameuse fiche qui est analysée donc en continu, et bien sûr, surtout, l'aide des directeurs des établissements sanitaires, que je remercie, puisqu'il y en a quelques-uns ici, qui nous ont aidés à porter cette convention et surtout cette plateforme web d'analyse. Aujourd'hui, donc 53 conventions signées à peu près sur l'ensemble du Tarn, 32 conventions avec la clinique de Castres, 15 conventions avec une clinique albigeoise et bientôt d'autres cliniques, y compris le secteur psychiatrique.
pour chaque établissement de santé, il est proposé donc une analyse des données des fiches hospitalisation c'est par service et non pas par centre hospitalier pivot, ce qui nous permettra à terme chaque année de donner à l'hôpital par service un certain nombre d'indicateurs et en fait de pouvoir en retour avoir un plan d'action pour corriger, d'amélioration, et cela va dans les deux sens, y compris pour les EHPAD, puisque à travers cet outil, on verra aussi qu'il y a un certain nombre de choses à faire évoluer. Et proposer un plan d'amélioration, on vient de le dire. Je suis repassé... Voilà, je vous présente maintenant la plateforme donc, qui a été autofinancée par les directeurs d'établissement pour un coût assez faible, 200 € par établissement, c'est rien. Et à une vingtaine d'établissements, on a été capable de se le financer. Comme quoi, des fois, quand on veut, on peut. Ensuite, bien sûr, cette plateforme, les données sont externalisées chez un hébergeur. Chaque établissement a la capacité d'avoir son propre login et mot de passe. Et l'union des établissements a un login général qui permet de concentrer l'ensemble des données, centre hospitalier par centre hospitalier, service par service, EHPAD par EHPAD. Je vais vous le montrer. Une fois que le logiciel est ouvert, on tombe sur les hospitalisations, une grande liste d'hospitalisations donc en cours. Vous remarquerez sur les onglets plus haut qu'il y a un certain nombre d'onglets. Donc il y a l'onglet statistiques que je vais vous montrer. EHPAD, c'est simplement une fiche qui renseigne l'ensemble des données de l'EHPAD administratif, c'est-à-dire le nombre de lits, le GIR moyen, le PMP, etc. Et ensuite, des renseignements sur l'hôpital pivot. Et enfin, sur les utilisateurs avec différents droits d'accès selon les établissements. Est-ce que je peux montrer la fiche ? Je vais vous montrer la fiche de synthèse, donc cette fameuse fiche qui analyse l'ensemble des hospitalisations. Donc là, on a 903 fiches sur l'année 2013, je crois. Donc vous voyez cette fiche qu'elle comporte des têtes de chapitre. Donc on a un certain nombre d'informations, la façon dont le résident est parti, si c'est en urgence ou pas, en consultation, etc. Si c'est par le médecin généraliste ou pas, par le SAMU ou le SMUR. Ensuite, il y a les conditions de départ, le transport, un certain nombre d'informations si on a pu avoir une place rapidement ou pas, donc, etc. Donc il y a des réponses oui, non et ne sait pas. Là, c'est globalisé, donc ce n'est pas un établissement en particulier. Des informations fournies au centre hospitalier. Donc si on a fourni la fiche traitement, les dernières informations concernant la vie du résident dans l'EHPAD, la carte vitale, etc. etc. Ensuite, le futur patient présentait-il un certain nombre, avait-il des escarres, une infection ou autre, etc. Ça nous permet de mesurer avant, puis donc au retour. Et c'est à travers ces écarts, service par service, qu'on estime que l'on pourra améliorer la prise en charge des patients entre les EHPAD et les centres hospitaliers. Dans les éléments qui sont fournis au retour, on retrouve, est-ce qu'on a eu bien sûr la carte vitale qui est revenue à l'EHPAD, est-ce qu'on a bien le courrier du médecin, est-ce qu'on a bien sa fiche traitement, etc., etc. Je vais revenir sur ma présentation. Donc là, on voit cette fiche que je viens de vous montrer, la façon dont elle est positionnée sur le serveur. Donc on retrouve les mêmes informations que celles que je viens de vous montrer. Donc là, c'est le 4e onglet, le futur patient présentait-il un certain nombre de choses. Ici, c'est l'onglet statistique, donc ça permet EHPAD par EHPAD, ou hôpital par hôpital, ou service par service, ou question par question de la fiche, de sortir un certain nombre de statistiques. Donc chaque établissement peut
s'il le souhaite, sortir ses propres stats, mais il n'a que les siennes. L'avantage que nous avons, c'est qu'on peut globaliser sur un établissement pivot ce type d'informations. Je vous donne quelques exemples qui n'ont rien de véritable, puisqu'au fond, j'ai mélangé les services et les hôpitaux pour pas qu'il y ait de problème. Enfin, tout en sachant qu'on n'a pas de sentiment sur cette affaire. La question, c'est de faire progresser à la prise en charge. Donc, effectivement, si dans un service ou dans un EHPAD, il y a toujours des escarres à l'arrivée ou à la sortie, le but, effectivement, c'est sans aucune émotion d'essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. On ne va pas se mentir sur cette affaire. Et je pense qu'on est d'accord avec ça et on a réussi à dépasser un peu chacun sa propre chapelle. Un deuxième tableau qui montre la dénutrition au départ et puis au retour. Donc effectivement, dans certains grands services, on retrouve des écarts. Donc c'est ce type d'information que l'on aimerait porter donc aux hôpitaux ou aux maisons de retraite, puisqu'on a également le départ et un certain nombre de problèmes au départ de chaque résident. Ici, nous avons le compte-rendu d'hospitalisation. Est-ce que nous l'avons? Oui, à 70%, oui. Est-ce qu'on a le courrier du médecin traitant? Pas toujours. Voilà. Donc, il y a des efforts à faire pour les uns et pour les autres, dans un délai supérieur à 7 jours. Donc, sur ce déploiement, aujourd'hui, nous en sommes effectivement à l'avoir déployé pour toutes les EHPAD du Tarn. Il nous reste aujourd'hui à contractualiser avec les hôpitaux pivots pour leur donner l'ensemble des informations, synthétiser, essayer de travailler sur un plan d'action commun dans un sens et dans l'autre. Je finis rapidement. Non. Je vous remercie. Je vous remercie. Peut-être avant de faire la synthèse des interventions, peut-être y a-t-il des questions par rapport à ces présentations, aux uns ou aux autres des intervenants? Oui, la présentation était relativement claire. Moi, j'aurais une question, peut-être pour une première question pour Madame Bibeau. Vous avez donc présenté les travaux de la NAP sur les coopérations dites d'efficience. On a bien retenu le périmètre de ces travaux, en précisant que vous laissiez pour le moment les réflexions à mener sur les coopérations de filière à d'autres acteurs un peu en amont. Nous voyons bien, nous, sur le terrain, que bien sûr que les coopérations d'efficience entre les structures sont nécessaires, sont importantes, toujours dans un souci d'efficience de notre système de santé et notamment de ses coûts, et toujours dans la recherche de l'amélioration de la qualité. Pour autant, on voit bien aussi que notre besoin assez urgentissime entre acteurs, c'est un soutien et une aide sur les réflexions, des outils sur les systèmes d'information communs, partagés sur les SI de filière, justement. Donc nous attendons les résultats de territoire de soins numériques, mais au-delà de ces travaux, avez-vous en projet à la NAP de capitaliser, de travailler, de commencer une réflexion sur les expériences au sujet des SI sur les coopérations filières? Elle est commencée en fait, il n'y a peut-être même pas besoin du micro si ça se trouve. Si. Bon, alors je le prends. Elle est commencée puisque l'ANAP accompagne, y compris la région Midi-Pyrénées, sur PAERPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui a démarré il y a déjà plusieurs mois et qui a une coopération parcours pour une population type, mais l'objet de cette coopération, les outils qui sont faits, études d'impact, plan d'action, évaluation, ça va être à peu près les mêmes pour tous les autres. Il y aura à les adapter, mais c'est la même chose. Et oui, ces travaux-là sont commencés et TSN les poursuivra sous un autre angle, mais c'est commencé. Dans la présentation de la NAP, j'ai compris un peu le sens du travail. Je trouve que c'est important, effectivement, ce travail méthodologique qui consiste à clarifier au niveau des typologies, au niveau du type de coopération, au niveau des
par filière, efficience, localisée sur le territoire. Après, la question qui me vient, c'est que bon, quand vous travaillez à la coopération, vous devez partager quelque part de l'information, éventuellement aussi partager des valeurs. Mais la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a une idée aujourd'hui ce que vous avez dit aussi, c'est que dans les projets, la construction du système d'information est souvent quelque part un facteur de, pas d'échec, mais enfin, en tout cas de non-succès, ou en tout cas de non-finalisation du projet. En tout cas, c'est un problème. La construction elle-même du système d'information, du partage de l'information est un problème opérationnel important. La question qui se pose, donc, c'est par rapport aux ressources humaines dont on dispose sur un territoire susceptible de s'engager dans ces projets, est-ce que l'ANAP réfléchit à identifier quelles sont les conditions en termes de ressources mises dans le projet, etc., qui vont permettre le succès en termes de construction du système d'information? Effectivement, le système d'info, il y a du mal à le mettre en œuvre, mais il n'y a pas du mal à le mettre en œuvre parce que les acteurs système d'info sont pas bons, c'est parce que l'organisation en amont est pas définie. Quand on a dans la majorité des projets qu'on a analysés, il y avait un défaut, on avait conventionné, on avait créé les structures, on s'était serré la main, on avait bu le champagne et puis on disait c'est fini. Ben non, ça faisait que commencer, parce qu'on ne savait pas qui allait faire quoi, comment, et le malheureux qui est chef de projet, lui, il disait « et alors, je fais quoi ?» Je caricature, mais pas beaucoup. Comme en plus, il faut amener ça en mode projet, et qu'en plus, ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément avant ou pas sur ce domaine-là, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit est tout à fait d'actualité. Après, les ressources à y mettre. Les ressources à y mettre, on l'a dit, on l'a écrit même dans notre guide, guide méthodologique à destination des décideurs. On a dit, ben oui, il faut qu'il y ait dans le comité projet, dans le comité pilotage, qu'il y ait tel et tel profil. La quantité de ressources, après, c'est un peu plus complexe parce qu'effectivement, côté hospitalier, on a produit, côté RH, des profils, des choses comme ça, hein, des éléments d'évaluation, de définition des besoins. Mais bon, on n'est pas allé jusque dans ce niveau de détail en disant il faut un tiers-temps, un mi-temps. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un chef de projet qui soit présent sur le projet dès son début. Et qui sache après aller rechercher, voir ses collègues et travailler. Mais il faut qu'il y ait un pilote de ce côté-là et qu'il intervienne dès le début du chantier. Et dès le début, presque dès le début de la réflexion, hein, on l'a positionné très en amont parce que de toute façon, il ne perdra pas son temps en participant parce que c'est lui qui posera les questions qui vont déranger ou plutôt sur lesquelles il ne faudra pas lâcher et avoir des réponses. Je regarde le temps et malheureusement le temps passe vite, hein, donc je vais peut-être, je prie de m'en excuser, faire la synthèse. Donc nous avons retenu de l'ensemble de ces interventions que pour tout ce qui est coopération, donc d'efficience et d'isolement, il existe un certain nombre d'outils et de guides pour la mise en place de ces coopérations et de ces systèmes d'information dans le cadre de ces coopérations. Que dans le cas des coopérations de filière, effectivement, mais nous le savions en qualité d'acteurs de terrain que les choses étaient beaucoup plus complexes dans une vision systémique qui n'était pas forcément facile. Et au-delà de cela, vous venez d'évoquer l'aspect chef de projet. C'est clair que dans le cadre de mise en place de systèmes d'information communs et partagés entre deux structures, chacune des structures peut mettre à disposition, je ne dis pas que c'est facile, hein, je ne dis pas qu'elles ont pléthore de moyens, loin de là,
je peux en témoigner, mais elle peut quand même mettre à disposition de la ressource, soit à mi-temps, soit à un temps complet sur une durée donnée pour mettre en place, désigner un pilote. Dans le cadre de structures indépendantes d'EHPAD, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et pour ce qui concerne les professionnels de santé libéraux, la question de ce pilote est une vraie question. Donc il convient peut-être de la poser à nos tutelles. Au-delà des nouveaux modes de rémunération, au-delà des regroupements MSP, il n'en reste pas moins qu'effectivement, tout le travail qu'a fait M. Corbaz, tout le travail qu'a fait M. Delaunay, qui sont les interlocuteurs des établissements de santé, hein, quand même. Et si on raisonne dans une logique de filière et d'une logique de parcours, on ne peut pas faire sans les uns ou les autres. Eux ont plus de difficultés pour mettre à disposition comme ça de la ressource de manière à mettre en place ces projets et pour autant nous ne pouvons pas avancer sans eux. Donc cette question est effectivement une question essentielle pour l'ensemble des acteurs. Oui, je vous en prie, rebondissez. Je pense que là c'est un point important en fait, parce que vous répondez sur le mode du pilotage. Et c'est une réponse à mon avis du type organisationnel. Et je pense qu'il y a une erreur qui est faite, on sous-estime l'énergie ou la ressource qu'il faut mettre en œuvre du point de vue technique et opérationnel pour construire les machines que vous demandez. Quelque part, les machines que vous demandez, qui sont des machines numériques, qui visent à partager l'information et donc à une réduction d'entropie, hein, c'est ça, donc construction d'un nombre, ce sont des machines complexes à construire. Et je crois que là, ce n'est pas une question que de pilotage, c'est une question qui est une question de ressources en termes de matière grise, etc. Et ça, je pense que sur ce problème-là, dans le champ de la santé numérique, il va falloir aborder aussi ce problème-là de façon importante, parce que moi je fais un parallèle avec ce qui s'est passé dans le milieu des télécoms. Il y a une révolution effectivement numérique dans le milieu des télécoms dans les années 95 qui a émergé. Cette révolution n'a été possible qu'au prix d'heures de travail de milliers et de milliers d'ingénieurs pendant des années, avec des coûts qui passaient qui n'étaient pas des profits, c'est-à-dire qui ont été assumés par les États. Et la phase de privatisation s'est faite. Et ça, je crois que c'est un point très important. Si vous voulez que le milieu de la santé évolue, il va falloir à un moment donné que les acteurs publics, qui sont les seuls, quelque part, en capacité d'investir massivement, les opérateurs publics, je ne sais pas, peut-être l'ANA pour le premier, certainement même, consentent à des coûts importants en termes de capital humain au niveau de l'opérationnel et de la technique. Parce que c'est de la perte. Et ça ne sera pas rentable. Je crois que ça, c'est un point important. Vous avez raison. Je vais juste dire un petit mot et on termine. Vous avez raison, j'ai sauté dessus à pieds joints quand Mme Villottière m'a dit que je dépassais. L'étude d'impact, la construction de la cible, normalement, et ça c'est quelque chose, on l'a constaté, ça n'avait été quasiment pas fait dans aucune des copées qui étaient plantées, ça n'avait pas été fait. Il n'y avait pas eu d'évaluation, sans aller aussi loin, il n'y avait pas eu d'évaluation des étapes à franchir, du travail à faire avant d'être en capacité de communiquer. Il n'y avait pas eu ce travail préalable, de travail à faire. Et quand on dit travail, on dit investissement et on dit temps. Hein, on disait la cible, c'est ça. Comment on y va? On s'en est pas occupé. Comment on y va? Avec quel argent? Avec quels gens? Ça n'était pas fait. Ça, c'était un des facteurs d'échec constatés partout. Donc, c'est une partie de la réponse. Oui, c'est plus une réflexion. Vous avez présenté effectivement les problématiques de territoire de santé et de coopération entre établissements. Aujourd'hui, on a un financement éventuellement pour ce genre de choses qui s'appelle le portail numérique, dans le cas des systèmes d'information. On a parlé des territoires de santé via TNS, qui est encore un autre financement, entre parenthèses. On a parlé effectivement des coopérations entre EHPAD, centres hospitaliers, avec la problématique des personnes âgées et de l'hospitalisation en urgence. On sait que les statistiques derrière sont très mauvaises, hein, on ne va pas se le cacher, notamment des problématiques d'escarres qui coûtent excessivement cher à la sécurité sociale.
il y a un point de tout ça qui est commun à tous ces projets, entre guillemets, c'est quand même le patient. Et si on veut faire de la médecine de parcours, ben, tout ça est lié, parce qu'on a parlé des médecins généralistes effectivement en relation avec l'hôpital, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des projets qui sont chacun dans leur cylindre, et qui sont quand même chacun dans leur cylindre, je confirme mes propos, et c'est un petit peu dommageable tout ça, je trouve, c'est un peu de la dispersion, parce que si je prends l'exemple de la santé, de la téléexpertise, du télédiagnostic, les premiers clients de la santé pour moi, de l'expertise, du fait qu'aujourd'hui on a des dispositifs biomètres Goodwill, il y a des chariots, il y a des cabines, on peut faire des téléconsultations à distance, les premiers clients c'est les EHPAD. Et c'est les centres de soins des médecins généralistes pour être en relation avec l'hôpital. Et chaque fois, on a des cylindres, et avec des budgets différents, et des entreprises différentes. Alors que c'est un tout, qu'est la médecine de parcours. Tout ça, c'est un tout. L'hôpital fait partie de la médecine de parcours, le médecin généraliste fait partie de la médecine de parcours, l'EHPAD fait partie de la médecine de parcours. Tout ça, c'est un tout. Et effectivement, pour que l'information circule, il faudrait que tout ça fasse un tout, et non des cylindres, chacun dans son coin, avec ses projets, ses normes, etc. quoi. Je trouve ça dommageable. Mais c'est une réflexion. C'est une grande discussion. J'aurais une réponse, mais je pense qu'on n'a pas le temps. On pourra en parler si vous voulez. On va effectivement vous laisser. Monsieur Dupia, vous vouliez faire une intervention? Ça reprend le sujet précédent. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous avons un système d'information différent qui ne communique pas avec celui d'à côté. Qu'on soit entre deux hôpitaux, entre un médecin général et l'hôpital, c'est aberrant. C'est aberrant. Et des pays proches de nous ont résolu ce problème. Normalement, j'étais à une réunion il y a 1 an et demi au hôpital numérique. On nous avait dit qu'on allait sortir une norme qui permettrait que tous les SI puissent communiquer entre eux. Elle existe. Vous aviez juste avant, c'est le début. Il y a plusieurs choses. Il y a le cadre répertoire national des référentiels et le cadre d'interopérabilité qui est porté par l'ASI de santé. Et ça se construit au fur et à mesure, puisque la description sémantique des divers objets se fait au fur et à mesure. Il y a encore un gros travail, puisque tous les objets connectés, ça n'est pas encore entré complètement dans le scope. Bon, ça se construit. Ça n'existait pas il y a encore 5-6 ans. Et c'est vrai ce que vous dites. Et il y a du travail encore un petit peu, quand même. Les gens de la ville ont un petit peu de travail.